Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Salut tout le monde. Cette semaine, aux infos TCBH, on s'entretient avec notre député fédéral. On en apprend un peu plus sur un partenariat entre deux organisations locales. Et la réalisatrice de Place aux aînés a un petit mot pour vous à l'approche des fêtes. Vous voulez en savoir plus? C'est parti pour vos infos TCBH. Comme je vous le disais, la réalisatrice de Place aux aînés, Jocelyne Albert, a un petit mot pour vous à l'approche des fêtes. Sans trop vous en dire, on parle d'une émission spéciale. Je laisse Jocelyne vous en dire un peu plus. Par la suite, ce que je vous présente, c'est un point de presse auquel j'ai pu assister à la Fromagerie des Basques et il y avait également Philippe de Caroufel de Croque Ensemble des Basques. Le reportage parle de lui-même. Et finalement, en troisième partie de l'émission, je vais vous présenter une entrevue que j'ai pu avoir avec Maxime Blanchette-Jonca, le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata, les Basques. Une bonne entrevue en longueur, mais je vous le garantis, c'est super intéressant, ça s'écoute très bien. On commence tout d'abord avec le mot que Jocelyne Albert avait à nous dire pour Place aux aînés. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert, je suis l'agente de projet du projet Place aux aînés. Je suis heureuse de vous annoncer qu'il va y avoir une émission spéciale d'1 heure, un spécial Noël, dans la semaine, qui va être diffusée dans la semaine du 13 et du 20 décembre prochain. Et pour ce faire, nous sommes allés rencontrer un groupe d'élèves à l'École italienne de Trois-Pistoles avec l'équipe de TCBH et on est allé voir aussi des aînés dans une résidence de Saint-Jean-de-Dieu qui est l'habitation du jardin. Le but de ces rencontres-là, de ces activités-là, était d'entendre les enfants et les aînés sur ce que représente Noël pour eux. Ça avait le but de faire une chronique dans le journal que vous allez pouvoir lire et aussi d'écouter l'enregistrement de cette belle émission spéciale du 13 et du 20 décembre. L'équipe de Place aux aînés a commencé par la rencontre avec le groupe d'élèves de la classe de Mme Annie Charon en 4e année à l'École italienne. C'était vraiment une belle découverte de rencontrer les élèves de Mme Annie qui avaient plein d'idées à nous partager. C'était vraiment une belle expérience. Il y avait Mme Carmel Denis, qui est la représentante des aînés du comité d'encadrement, qui a assisté Mme Annie durant l'animation de cette activité. Ce fut également une belle expérience pour les élèves de vivre une activité de télévision presque tout l'après-midi avec l'équipe de TCBH qui a pris le temps de s'installer pour enregistrer d'abord les élèves en grand groupe. Il y avait même une caméra qui était au centre du groupe. Vous allez pouvoir voir ça dans les émissions. Et aussi une caméra à l'extérieur pour pouvoir avoir des plans plus globaux. Et aussi, même Ghislain était présent avec la perche de façon à bien saisir les messages des enfants. Chaque élève a pu s'exprimer au sujet de ce que représente Noël pour lui, ses activités, ses traditions familiales. Ensuite, il y a eu des petits groupes
de 2 à 3 élèves qui ont partagé un souvenir préféré de leur Noël. Nous avons terminé l'activité avec une belle chanson que vous allez pouvoir découvrir aussi dans l'émission. Tous les élèves ont bien participé. Ils avaient même fait un beau décor de Noël pour l'ambiance. Ces élèves ont été généreux en nous confiant leurs secrets à propos de Noël. Bien sûr, la plupart aiment recevoir des cadeaux, hein, comme nous tous, et déguster des sucreries spéciales de temps des fêtes, aller jouer avec leurs amis. Par contre, c'était surprenant et très touchant de les entendre parler de l'importance d'être rassemblés en famille et de vivre le temps des fêtes avec respect, entraide et amitié, et ça dès le début de l'activité. Les enfants aiment aussi penser aux autres en fabriquant des choses de leurs mains, en écrivant des messages de vœux et de reconnaissance pour leurs proches. De plus, c'était vraiment spécial et touchant de leur voir les yeux brillants et fiers lorsqu'ils ont parlé de leurs grands-parents lors de cette période du temps des fêtes. Bravo et merci à tous les élèves qui ont participé à cet enregistrement et à Mme Annie pour cette belle collaboration. Vous avez le cœur ouvert et vous dégagez de belles valeurs. C'est merveilleux à voir. Merci à l'équipe de TCBH, Ghislain, Marc-André, Luc, pour ce fabuleux tournage. Une activité de visionnement est prévue avec les élèves de l'École italienne afin de présenter l'émission spéciale de Noël un petit peu avant leurs vacances de Noël. C'est peut-être des futurs auditeurs des émissions Place aux aînés et plus globalement aussi les émissions à la télé communautaire de notre région. La deuxième activité qu'on est allé filmer, c'est avec un groupe d'aînés de la résidence Habitation du Jardin de Saint-Jean-de-Dieu. On a pu aller lors d'une activité qui habituellement était avec Mme Suzanne Brazeau. Elle nous a permis d'aller rencontrer ces gens dans son groupe. Alors, c'était la même chose. On est allé recueillir ce que représente la période de Noël pour eux. D'abord, on a commencé avec une discussion sur le thème de Noël. Toutes les personnes se sont exprimées à tour de rôle au sujet de leurs souvenirs, de leurs traditions de Noël et comment elles vivent encore aujourd'hui cette belle période du temps des fêtes. D'abord, une personne a mentionné que cela devrait être Noël à tous les jours, dans le sens de vivre et de partager de la joie à l'intérieur de nous et autour de nous à chaque jour. Plusieurs personnes ont dit que Noël représentait la paix, les rassemblements en famille et les souvenirs d'enfance étaient bien présents. L'arbre de Noël et la crèche est encore des éléments très importants pour eux pour donner du sens à cette belle fête. Après ces merveilleux partages, il y a eu la décoration de leur sapin de Noël avec des fleurs de poinsettia fabriquées par Mme Anne-Marie Ouellette. À l'intérieur de cette fleur, on pouvait inscrire un vœu de Noël et une action qu'on s'engageait à faire durant la période du temps des fêtes. Alors, j'ai pu inscrire mon vœu moi-même et mon engagement, mais ça va rester secret pour le moment. Nous avons terminé l'activité avec des chansons de Noël que les gens ont entonnées avec joie. Je veux remercier Mme Suzanne Brazeau pour avoir donné l'autorisation d'aller rencontrer les gens dans le cadre de son activité. Merci à Mme Carmel Denis du comité d'encadrement qui a alimenté les discussions. Merci à tous les aînés qui ont accepté de partager leurs souvenirs lors de cette belle après-midi. Et merci à Mme Madone Denis qui a accepté de venir enregistrer cette activité afin de participer à l'émission spéciale de Noël de Place aux aînés. Justement, prenez note que cette émission spéciale de Noël d'1 heure sera diffusée la semaine du 13 et du 20 décembre aux horaires habituels, le lundi à 10 h,
le mercredi à 20 h et le vendredi à 14 h. Il sera aussi possible de l'écouter sur le site Internet après le 28 décembre 2021. Durant le temps des fêtes, du 25 décembre au 16 janvier, il y aura une pause. Alors, il y aura des émissions en reprise qui vous sera présentées. Lors de notre retour le 17 janvier 2022, ce sera l'équipe de Périscope qui parlera de leur mission. Le comité d'encadrement du projet Place aux aînés vous souhaite de passer un joyeux Noël avec les membres de vos familles et une joyeuse année 2022 remplie d'amour, de joie, de paix et surtout la santé. Au plaisir. On est maintenant rendu au point de presse de la Fromagerie des Basques et de Croque Ensemble des Basques. Bon visionnement! À l'approche des fêtes, le dépannage alimentaire est une chose encore plus importante que tout le reste de l'année. Eh bien, ce matin, j'ai pu assister à une conférence de presse de la Fromagerie des Basques avec Croque Ensemble des Basques pour nous parler justement d'un partenariat qu'il va y avoir entre les deux organisations. J'ai pu entendre de la Fromagerie des Basques Lise Petitgrou et Ghislain Pelletier et Philippe de Caroufel de Croque Ensemble des Basques. Bonjour tout le monde et bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, une bonne nouvelle de notre part, c'est que nos valeurs à la Fromagerie des Basques, c'est important de soutenir justement notre communauté et entre autres Croque Ensemble, cet organisme qui nous tient à cœur dans le but aide financière également et aussi denrées alimentaires. Comme Lisa disait, il y a deux volets. Il y a un volet financier direct qui est c'est un montant de 5 000 $ par année pendant 5 ans qu'on a pris un engagement pour les aider, qui va aider à payer leurs frais fixes d'opération. Ça va les alléger un peu. Puis aussi en denrées alimentaires, surtout comme là, l'approche de Noël. Là. Du temps des fêtes, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. On les voit pas toujours, mais Croque Ensemble sont là pour nous dire que les autres, ils voient qu'il y a de plus en plus de besoins. Donc, pour nous autres, c'est avec fierté qu'on fait cet effort-là, puis qu'on a pris un engagement pour 5 ans, justement, pour soutenir cet organisme-là, pour les aider. Parce que, possiblement, que quand ça va être fini, l'histoire de la COVID, peut-être que les besoins vont diminuer, mais on va être là pareil pendant 5 ans. Puis peut-être par la suite aussi, parce que ça touche vraiment des familles dans le besoin, puis pour nous autres, ça fait partie de nos valeurs, là, qui est très important. Donc, Croque Ensemble des Basques, rapidement, un portrait de l'organisme et des services que l'on offre. C'est un organisme qui existe depuis 1998. On s'est implanté tranquillement pas vite comme une majorité d'organisations communautaires dans le milieu, c'est-à-dire à partir de citoyens qui ont exprimé un besoin de se rassembler dans un contexte de cuisine collective. Au départ, c'était essentiellement ça. Donc, cuisiner ensemble pour... dans l'idée où si on est plusieurs, on peut faire davantage de portions à plus faible coût. Donc ça a commencé comme ça, des rassemblements de gens une fois par mois, éventuellement c'est une fois par 2 semaines, c'était essentiellement 3 pistoles. On a créé des petites cellules à droite et à gauche dans différentes municipalités de la MRC des Basques, ce qui fait que maintenant, on a des ateliers de cuisine à la grandeur de la MRC, autant à 3 pistoles, Saint-Simon, Saint-Rita, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu aussi à l'occasion. Sans parler des ateliers de cuisine ponctuels avec des thématiques spéciales comme le week-end dernier, on a eu une dégustation de baklava. Donc c'était une citoyenne de Saint-Mathieu qui nous a montré, c'est une recette traditionnelle familiale. Donc c'est des ateliers comme ça, des fois de lactofermentation, d'encanage, peu importe. Donc il y a différents ateliers. On en offre également aux plus jeunes en partenariat avec la Maison de la Famille, aux personnes en situation de handicap avec l'Éveil des Basques, avec le Périscope des Basques également. C'est un organisme qui est un organisme pivot parce que tous les gens qui fréquentent les organisations communautaires ont éventuellement des enjeux en lien avec la sécurité alimentaire. On le sait que
Ce n'est pas nécessairement évident quand on a X difficultés, X défis dans la vie, d'intégrer le marché du travail sur une base permanente, régulière. Donc, des fois, en in-and-out, il y a des gens qui ont besoin de se référer à Croque Ensemble. Ça, c'est le service principal qui est les ateliers de cuisine. Par la bande, depuis 5 à 6 ans environ, on a commencé, on a levé la main en fait parce qu'on était le seul organisme à travailler en alimentation dans la MRC. Quand il y a eu ce besoin-là de créer une banque alimentaire régionale, ça prenait un point de service, ça prenait des gens qui s'en occupent pour accueillir les personnes, pour recueillir les différentes denrées, les redistribuer. Donc, Croque Ensemble était l'organisme désigné pour se charger de cette mission-là. Donc, depuis 5 ans, on a commencé avec 2 ou 3 paniers par mois. C'était vraiment des personnes très fragilisées qui nous étaient référées par le CLC, des travailleurs sociaux, des gens des centres jeunesse, etc. On est rendu maintenant à 65 paniers par semaine qui sont distribués. Encore une fois, à la grandeur de la MRC, c'est un organisme régional, donc il y a des gens autant de Saint-Guy, de Saint-Rita, de Saint-Médard que de Trois-Pistoles. C'est sûr que le ratio est présent. Là. On s'entend qu'il y a davantage de personnes de Trois-Pistoles qui fréquentent les services. Mais donc, c'est ça. Les paniers de dépannage alimentaire sont composés essentiellement des denrées qui sont récupérées à même la MRC des Basques. Donc, évidemment, les dons de la fromagerie qui sont faits sur une base régulière, là, des invendus de pain, parfois des fromages, des pâtés. Ça m'est déjà arrivé même des fois d'aller dans l'entrepôt parce que vous aviez des palettes complètes de jus de légumes là, à distribuer. Fait que de temps en temps, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les commerces en alimentation pensent à Croque Ensemble pour redistribuer, redonner leurs invendus qui sont soit limite d'être périmés ou qui, pour X raisons, ne seront pas vendus dans le délai nécessaire. Le IGA, le métro, différents restaurants. On termine aussi présentement un super beau partenariat avec la boucherie Centre-Ville, avec des pâtés de Noël, là, où chacun des pâtés qui sera vendu durant la période des fêtes, il y a un 2$ qui est remis à l'organisation. Bref, toutes les entreprises en alimentation font partie de ce service-là d'aide alimentaire. Il y a une équipe et de bénévoles et d'employés qui font à chaque jour la tournée des organisations, qui ramènent ces denrées-là à Croque Ensemble, les nettoient, les trient, les reclassent et les redistribuent sous forme de panier. Ce 5 000 $ récurrent sur 5 ans de la fromagerie des Basques est très important pour Croque Ensemble des Basques. Parce que, bien entendu, vous le savez, il y a les frais fixes et les coûts augmentent d'une année à l'autre. Et M. de Caroufel nous en parle. Le défi, donc, c'est de solidifier le financement associé à notre organisme. On est un organisme reconnu en santé et services sociaux qui fait partie du programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, on est seulement financé à la mission. Le financement actuellement équivaut pas à juste les ressources humaines. Fait que, comme organisation communautaire, ce qu'on doit faire, c'est avec le soutien de notre communauté, aller chercher les sommes qui nous manquent pour payer le loyer, l'électricité, les frais de déplacement quand on fait des livraisons dans les différentes municipalités, parce que les gens qui font des demandes de dépannage alimentaire, c'est pas que des familles, c'est pas que des jeunes, il y a aussi beaucoup de personnes âgées, il y a des gens qui ont des difficultés de mobilité, qui peuvent pas se transporter à travers la MRC pour plein de raisons. Donc nous, on offre ce service-là de transport parce qu'on considère que le fait qu'on soit isolé dans le 4e rang à Saint-Médard ne devrait pas t'empêcher d'avoir accès à une boîte de denrées. Donc nous, on fait ce service de livraison-là, mais évidemment, ça en rend des coûts. En plein cœur de pandémie, il a fallu qu'on achète une minivan en frais d'essence, c'est comme 300-400$ par semaine minimum. Ça fait que c'est beaucoup d'argent qu'il faut qu'on aille chercher dans la communauté. Puis des dons comme ceux qu'on a aujourd'hui nous permettent de solidifier pour les prochaines années, de savoir qu'on a une petite marge de manœuvre pour pallier à l'augmentation de la demande qui est... on peut pas la nier, on peut pas la cacher. Oui, il y a la pandémie. En même temps, la pandémie a le dos large. Ça reste qu'au-delà des emplois qui ont été perdus dans les premières vagues de pandémie, au-delà des restructurations, le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher. Le coût de la vie, de façon générale, coûte beaucoup plus cher. Vous le savez, vous allez faire l'épicerie comme tout le monde. On voit la différence importante, j'allais dire de mois en mois pratiquement, c'est pas juste une question d'année. Il y a des choses qui coûtaient pas si cher il n'y a pas si longtemps, puis d'un coup on peut plus se les permettre. Des familles les adultes qui travaillent, des fois sont quand même obligés de faire des choix
de sélectionner, de courir les rabais, etc., etc. On peut parler du coût de l'essence aussi qui engendre une augmentation de tous les autres coûts en général. Fait que, bref, les foyers québécois, comme dans la MRC des Basques de façon générale, doivent conjuguer avec davantage de dépenses, pas nécessairement plus de revenus. Et puis c'est là qu'une organisation comme la nôtre rentre en jeu. Vous seriez surpris de la variété de profils qui se présentent avec Troc Ensemble pour demander du dépannage alimentaire. C'est loin d'être le classique préjugé qu'on peut avoir là, des gens qui ont des problèmes de consommation, qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas capables, malgré le fait qu'ils sont en plein emploi, de payer toutes les dépenses associées à leur rythme de vie. Donc, on est là pour ça, particulièrement dans le temps des fêtes, vous l'avez nommé, Mme Batigo. C'est un enjeu parce qu'il y a des cadeaux, il y a plein d'affaires, il y a des besoins qui sont plus présents, il y a une pression sociale qui est exercée dans le temps des fêtes aussi. Puis nous, ça nous fait plaisir comme organisation d'être en mesure d'offrir un petit plus, oui, à travers les paniers de Noël qui sont desservis avec la MRC des Basques, mais les dons qui sont faits, entre autres les pains frais, ça, c'est toujours des plus qui viennent vraiment faire une différence dans le quotidien des gens qui font une demande à Troc Ensemble des Basques. Donc, si le dépannage alimentaire est une chose qui vous interpelle, je vous invite à communiquer avec Troc Ensemble des Basques, à parler avec Andréane Bérère, qui est la directrice générale, ou avec Philippe de Caroufel. On est à la moitié de notre émission. On prend une pause publicitaire et au retour, l'entrevue que j'ai pu avoir avec Maxime Blanchet-Jonca, le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. À tantôt. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre, car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert. Oui, monsieur. Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des Sœurs Chang. Merci. Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior. Quoi? Je travaille, moi? Dans une quinzaine d'années, mon homme. Pfiou! L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous. On a demandé à Théo, 8 ans, et Adrien, 6 ans, quels sont leurs plus beaux souvenirs de magasinage avec leurs parents. Nous, c'est quand on va à la balade des douceurs et que Michel et Madame Antoinette nous font visiter la boulangerie et nous font goûter à leur création. Une fois, elle m'a raconté pourquoi elle a décidé de choisir le Québec pour s'y établir. Pour nous, c'est des moments magiques. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale.
La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Bien, moi, c'était quand j'étais jeune. Mon mari et moi, nous avions une boutique. J'avais un plaisir fou à voir les enfants apprendre à mon amoureux à parler français. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager depuis 1921. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. C'est quand j'ai rencontré ma belle à la boutique de chocolat. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici dans notre pays avec sa famille pour pouvoir vivre en français. C'était une si belle histoire. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Au Québec, ce sont nos véhicules à essence qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Heureusement, il y a des solutions. Bon, on va faire un bout, hein? À bientôt! Ça regarde vraiment bien. C'est clair. En tout cas, il faut que je fasse un bout, moi. OK, bonne soirée. Toi aussi? On y va? On va faire un bout, nous autres. Salut! Si on fait tous un bout en repensant nos habitudes de transport, on lutte efficacement contre les changements climatiques. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis.
Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. Je vous présente maintenant une entrevue Zoom que j'ai pu avoir avec Maxime Blanchette-Jonca, le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. On en apprend sur le dernier mandat auquel il a fait face, son retour en Chambre des communes, la vision pour le Bloc québécois pour l'avenir et un petit mot, un petit rappel sur à quoi sert le Bloc québécois. Bon visionnement. Aujourd'hui, je rencontre le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques, Maxime Blanchette-Jonca. Bonjour, M. Jonca. Bonjour. Ça va bien? Très bien vous-même? Bien sûr. Donc, on vient de finir les élections fédérales il y a quelques semaines. Vous avez été élu pour une seconde fois. Bravo d'abord. Merci beaucoup. Et c'est quoi le message que vous entrevoyez de la population d'être réélu comme ça pour une deuxième fois? Je crois que c'est un message de confiance. Si je compare éventuellement à 2019, j'ai doublé la majorité des voix. Donc, effectivement, la confiance des gens est présente. Cependant, les attentes des gens aussi sont présentes. Donc, pour moi, bien sûr, c'est de continuer le travail comme je l'ai fait dans le premier mandat. Et moi, je le vois encore comme la continuité du premier mandat parce que faut dire qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire lors du premier mandat. C'est toujours la situation présentement dans le deuxième mandat. Vous savez, normalement, un mandat de député, c'est 4 ans, un gouvernement. Et là, dans un contexte minoritaire, on a fait moins de 2 ans. Donc, c'est une continuité pour moi. Je vais continuer toujours à être réactif, je dirais toujours actif, voire même proactif. C'est vraiment la vision que je veux dégager auprès de la population. Être à l'écoute des gens, aller à leur rencontre, bien sûr, représenter leur voix au Parlement ici à Ottawa, également défendre, bien sûr, les intérêts de la circonscription, mais aussi de la région. Et ça ne se fait pas sans échanger avec les gens, être vraiment à leur écoute et prendre le temps de bien comprendre les enjeux qu'on a au quotidien que ces gens-là vivent parce que, je ne prétends pas avoir la science infuse et c'est ma façon de faire de la politique, vraiment être le plus près possible du terrain, autant mon équipe que moi-même et c'est vraiment, pour moi, ma marque de commerce. Donc, être à l'écoute, être vraiment présent et continuer ce travail-là, vraiment en collaboration. J'ai démontré également, même dans un contexte de pandémie, et c'est toujours le cas actuellement aujourd'hui, qu'on est capable de collaborer avec les organismes, les entreprises, les acteurs du milieu et de faire en sorte de vraiment pousser les enjeux, trouver des solutions tout le monde ensemble. Et c'est ce que j'entrevois pour le deuxième mandat. Pour le dernier mandat, justement, c'est quoi les points forts qui en sont ressortis et de quoi vous êtes le plus fier, disons? Résilience, persévérance. C'est vraiment les premiers mots qui me viennent en tête. C'est certain que c'est un travail encore là d'équipe, collaboration, mais je peux vous dire en toute humilité,
j'étais loin de me douter le 21 octobre 2019, lorsque j'ai été élu pour la première fois, que j'allais faire face à une pandémie historique. Bon, quand on se lance en politique, c'était pas nécessairement dans le but de faire face à une pandémie. On sait en politique, on va faire face à différentes choses hors de notre contrôle. Mais bon, il n'y a pas nécessairement de formation, de cours pour faire face à une pandémie. J'ai une formation académique en administration des affaires, en gestion de projet. Disons que ça m'a permis d'avoir quelques réflexes. Et même, je parlais avec plusieurs collègues expérimentés, députés. C'est des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Et bon, dès les premières disons, périodes là, qu'on a fait face à la pandémie, les premiers moments, je me rappelle, je me suis réuni avec mon équipe de travail et on avait déjà un enjeu très difficile à faire face. C'était le rapatriement des citoyens de la région et du Québec qui étaient à l'étranger, dans différents pays. Et c'était très difficile pour eux de revenir en sol ici, bas-laurentien, voire même au Québec et au Canada, en toute sécurité. Premièrement, parce que les frontières fermaient de façon très rapide pour éviter de propager le virus de la COVID-19. Les aéroports dans certains pays fermaient. Donc, il a fallu vraiment faire, disons, un plan d'intervention, le branle-bas de combat au quotidien, rentrer en contact avec ces gens-là, développer une confiance rapide parce que ces gens-là étaient en situation d'urgence. Il y a des gens même qui ont dû avoir des interventions de notre part là, auprès des différentes ambassades. Et ces ambassades-là, bon, on se levait pendant le milieu de la nuit, c'est une anecdote que je peux vous partager, prendre contact avec eux, considérant le décalage horaire. Donc, de faire en sorte vraiment de ramener ces gens-là rapidement, efficacement. Et ça a été vraiment un enjeu dès le début de mon mandat là, qui me marque encore aujourd'hui. Et c'est vraiment une mission accomplie parce que c'était plus d'une 60aine de personnes qu'on a réussi à faire revenir ici en sol, bas-laurentien, puis voire même, je vous dirais, des gens de 4 coins du Québec qui nous ont contactés là, pour avoir du soutien de la part de mon équipe et moi-même. Et même encore aujourd'hui, j'ai rencontré des gens dernièrement qui me faisaient, disons, un peu le bilan là, de leur retour et vraiment la situation particulière qu'ils ont vécue. Je peux vous partager là, ces gens-là, parfois même, j'ai dû avoir des avions qui devaient atterrir sur des aéroports militaires parce que les aéroports commerciaux étaient complètement fermés à raison de la COVID, avoir des autorisations spéciales pour eux là, pour pouvoir, disons, se promener là, de leur endroit où ils étaient situés jusqu'au lieu de rassemblement pour revenir au pays. Donc ça, c'est un premier vraiment fait marquant. Et déjà, même 4 mois après le début de mon premier mandat, octobre 2019, donc mars 2020, la pandémie faisait vraiment rage. Et bon, c'est ça, le gouvernement fédéral devait réagir rapidement, et c'est ce qu'on a fait, d'avoir des programmes d'urgence. Je pense notamment à la fameuse PCU. Il y a eu des points positifs, mais on sait éventuellement il y a eu des points négatifs sur le moyen et long terme. Avoir le soutien de tous ces gens-là, on pense notamment au programme d'assurance-emploi. Des gens sont transités vers différents programmes, s'assurer de ne pas laisser personne de côté, autant les organismes, les entreprises, donc les citoyens également qui devaient faire face à cette situation-là qui est vraiment difficile. Et je pense que c'est ça. Le but d'un député, c'est de s'assurer de n'oublier personne, que tout le monde ait du soutien. Et je peux vous dire encore aujourd'hui, ce n'est pas réglé. On rencontre des personnes qui n'ont pas nécessairement pu reprendre le travail. Et ça, c'est vraiment un fait marquant pour moi, la COVID-19. J'ai vécu un premier mandat, on peut dire, dans un contexte de pandémie. J'ai dû faire une élection en contexte de pandémie. Et me revoilà. Présentement, c'est la relance. On veut vraiment passer, disons, à la période post-COVID. Et pour ça, c'est une opportunité vraiment présentement de mettre de l'avant des orientations qui sont claires, qui sont précises. Qu'est-ce que les gens du Bas-Saint-Laurent, les gens de la circonscription de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques, qu'est-ce qu'ils veulent avoir vraiment comme société dans cette situation de pandémie-là? Parce qu'on le sait, le gouvernement devra prendre des décisions qui sont assez difficiles, mais également qui sont importantes, parce que ce sera des décisions qui vont vraiment permettre de forger l'avenir qu'on aura dans notre société. Donc, c'est vraiment ce que je peux vous dire dès le début de la pandémie. Et je pourrais bien sûr vous faire une sorte d'accomplissement là, que j'ai pu avoir dans le début de la pandémie. Mais je dirais, je pense notamment à quelques faits d'armes, des faits saillants très importants. Le soutien particulièrement aux producteurs agricoles. On sait, dans la région du Bas-Saint-Laurent, on a
beaucoup de producteurs agricoles. Ces gens-là font face à un enjeu qui passe parfois sous silence, c'est les problèmes psychologiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur contexte de travail. Donc, les producteurs agricoles travaillent de longues heures, de longues journées, et bon, ils ne quittent pas nécessairement le milieu de travail de façon régulière. Même des gens habitent tout près là, de leur lieu de travail, et ces gens-là, parfois, vivent des difficultés psychologiques. Donc, avec l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, on a pu collaborer pour mettre en place un programme pour soutenir les travailleuses de rang. Donc, c'est des gens, 2 femmes qui ont été engagées pour les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent qui vont pouvoir aller à la rencontre des producteurs de chez nous, les écouter, échanger avec eux, pouvoir les référer vers des ressources aux besoins. Et ça, pour moi, c'est important parce que j'ai bien pris compte de cet enjeu-là. Et je tenais vraiment à offrir mon soutien et trouver des solutions. Et je souligne même le travail des gens de l'UPA. Ça faisait plusieurs années, même le président, M. Gilbert Marquis, me témoignait que ça faisait plus de 8 ans qu'il travaillait sur le dossier. Donc, c'est assez... Quand même. C'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie pour vraiment mettre en place un type de programme. Je pense notamment à d'autres accomplissements. 2 dossiers qui étaient vraiment importants ici dans la région, 2 joyaux culturels qui sont le Théâtre du Bic et le Vieux Théâtre de Saint-Fabien. C'est des théâtres qui nécessitaient vraiment des investissements majeurs dans la réfection, la mise à niveau. Je pense notamment au Vieux Théâtre de Saint-Fabien, qui se démarque vraiment sur la scène nationale, et bien sûr celui du Théâtre du Bic, mais ces bâtiments-là avaient besoin d'investissements majeurs et il manquait vraiment le soutien du gouvernement fédéral. Et j'ai pu collaborer vraiment, aller chercher les financements nécessaires. Donc, pour moi, c'est vraiment un accomplissement dès le début du mandat. Par la suite, je pense notamment également à tout le programme d'assurance-emploi, comment trouver des façons de mettre à jour ce programme-là, avoir une réelle réforme, parce qu'on le sait, ça fait plus d'une dizaine d'années que ce programme-là n'a pas été réformé. Et ça, c'est du travail au quotidien, vraiment, d'informer le gouvernement des réalités que nous, on vit en région et que ce n'est pas nécessairement la même chose à Trois-Pistoles ou encore à Toronto. Les gens ne vivent pas de la même façon. Les travailleurs, là, donc, ont des travails parfois saisonniers. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, le système du gouvernement fédéral est désuet et c'est ce que, bien sûr, je compte encore pousser de l'avant dans le deuxième mandat. Vous me disiez hors d'onde que vous avez repris à la Chambre des communes hier. Comment se fait le retour? Bien, disons, je trouve ça un peu particulier parce que ça a repris une nouvelle législature, donc une élection, pour faire revenir l'ensemble des 338 députés dans la Chambre des communes. Vous savez, la dernière fois que le Parlement a siégé, c'est le 23 juin dernier, donc le 23 juin 2021. C'était la fin de la session parlementaire. Bien sûr, on sentait qu'il y avait des élections dans l'air. Le gouvernement avait vraiment mis en place, disons, tous ces pions là, pour faire le déclenchement. Plusieurs investissements majeurs, donc des annonces majeures également, là, un programme de garderie disons, national, pan-canadien. Et bon, c'est un retour qui est souhaité, je peux vous le dire, de la part, pour ma part, mais également pour la part de ma formation politique, le Bloc québécois. On a toujours souhaité de siéger ici en Chambre. C'est notre devoir, c'est notre travail. Les gens, la population nous a élus pour venir ici, dans le Parlement, voter des lois, débattre, améliorer les conditions de vie des gens dans la société. Et c'était de plus en plus difficile avec un travail à distance. Un gouvernement également qui, disons, était à efficacité réduite parce qu'il n'était pas présent. Donc, c'est difficile pour les partis de l'opposition de pouvoir demander des comptes au gouvernement quand les gens ne sont pas en place. On avait une formule hybride qui, disons, était quand même fonctionnelle dans le contexte de la COVID-19. Mais là, on le sait, on reprend les activités. On est capable maintenant d'avoir de plus en plus de rassemblements. Ici, les députés sont entièrement vaccinés. C'est une demande de la Chambre des communes pour pouvoir siéger. Et c'est tout à fait légitime. Donc, on doit le faire, notre travail, dans un contexte sécuritaire. Et pour ça, on doit être vacciné. Donc, je vous dirais, pour notre part, on était déjà prêts depuis même, je dirais, plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour notre part également, on trouvait que les élections ont été précipitées, voire n'étaient pas souhaitées. Je peux vous le partager également. Plusieurs citoyens et citoyennes me l'ont
très bien transmis à travers la période électorale et même encore aujourd'hui. Donc, c'est du temps que pendant les élections qu'on n'avait pas pour nécessairement travailler ici sur les différents projets de loi qu'on avait déjà mis de l'avant dans les derniers mois. Et là, on reprend le travail. On espère que le gouvernement, je vous dirais, en date d'aujourd'hui, 23 novembre, ne retourne pas les parlementaires en formule hybride parce qu'il y a, disons, il y a un peu un débat là, dans les coulisses qui se déroule, c'est que le gouvernement va possiblement avoir une alliance avec le nouveau Parti démocratique, donc une autre formation politique, pour tenter d'avoir la majorité ici des parlementaires pour retourner sur une formule hybride, c'est-à-dire ne pas avoir de rassemblement des 338 députés dans la Chambre des communes et avoir, disons, une formule Zoom, donc en virtuel, et pouvoir continuer à travailler de cette façon-là. Pour nous, c'est totalement inacceptable. On est capable d'assister à un match des Canadiens de Montréal au Centre Bell avec plus de 20 000 personnes qui sont réunies, mais on n'est pas capable d'accepter le fait que 338 députés qui ont déclaré être vaccinés ou qui ont eu des exemptions médicales de se réunir dans le Parlement. Et pour nous, c'est complètement une incohérence. Donc, on demande au gouvernement de revenir, faire le travail comme il se doit et comme la population le souhaite. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette incohérence-là auprès du gouvernement? Bien, disons, ils ont le beau jeu. Le gouvernement, lorsqu'il n'est pas présent, il ne se fait pas poser de questions. Il ne se fait pas talonner par les partis de l'opposition. Les journalistes également tentent de poser des questions, interroger le gouvernement sur sa vision, sur ses interventions, ses actions. Et là, lorsqu'il n'est pas présent, c'est difficile pour les gens de poser des questions. Les périodes de temps qui nous sont allouées, les périodes de questions sont toujours présentes, mais le temps, il y a beaucoup de choses là en politique qui se passent en dehors du Parlement. Donc, ces interventions-là sont diminuées et ça évite, disons, les questionnements. Et bien sûr, ça nous évite aussi de faire progresser certains dossiers. Mais du côté du gouvernement, ça les avantage parce qu'ils ont moins de comptes à rendre à la population et même aux autres parlementaires qui ne sont pas au sein de l'appareil gouvernemental. Et je dirais c'est ce qui les avantage. Donc, c'est l'hypothèse que je fais. Ils n'ont pas nécessairement à défendre leur bilan, leurs actions. Et pendant ce temps-là, ils peuvent continuer quand même à prendre des décisions, mais ne pas nécessairement avoir la reddition de comptes qui vient avec. J'imagine, vous le dites dans vos propos, j'imagine que ça pourrait peut-être faire un rappel aux gens qui connaissent le Bloc depuis ses débuts. À quoi sert le Bloc? À défendre les intérêts du Québec. À défendre les intérêts du Québec qui ne se reconnaît pas dans le fédéralisme canadien. Et je vous dirais, les exemples sont nombreux, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Regardez la dernière élection. On a eu un bras de fer entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, un bras de fer qui continue perpétuellement, sur la question du système de garderie. Donc, nous, au Québec, on a pris une décision. Donc, c'est un choix de société. On a décidé d'avoir un programme de garderie qui est offert, qui est soutenu par le gouvernement. Ça n'existe pas nécessairement dans les autres provinces du Canada. Et là, le gouvernement Trudeau tente de faire le bon père de famille, s'inspire des décisions du Québec, voire même de la création d'un programme de garderie qui est reconnu, voire même à l'international, et veut imposer, je dis bien imposer, un programme de garderie partout au Canada. Cependant, nous, au Québec, on a déjà notre programme. Donc, on ne veut pas payer en double. Et là, le gouvernement du Québec, lui, souhaite d'avoir simplement la compensation et ne pas avoir de normes qui sont rattachées à la compensation financière. Et là, le gouvernement fédéral ne souhaite pas ça. Lui, bien sûr, pour mettre son nom sur le chèque et signer le chèque, il désire mettre des conditions. Et là, on retourne toujours dans le fameux débat, effectivement, que le Bloc québécois défend continuellement, c'est d'avoir l'autonomie dans nos champs d'intervention. Donc, les programmes sociaux relèvent du gouvernement du Québec. Ce sont des champs de compétences qui ont déjà été définis dans la Constitution d'ailleurs qu'on ne reconnaît pas toujours au Québec. On ne l'a jamais signé, il faut le dire, en 1982, le fameux rapatriement de la Constitution. Il faut comprendre également l'historique qui découle de tout ça parce que est née la création du Bloc québécois quelques années plus tard, suite, bien sûr, à l'échec de Meach, l'accord de Meach et bien sûr l'accord de Charlottetown. Et on est toujours dans la même situation. On regarde, là, plus de 20 ans plus tard, c'est la même situation. On a un gouvernement fédéral présentement qui est hyper centralisateur, tente de
intervenir dans des champs de compétences qui ne sont pas les siens. Je pense notamment en santé. Il faut comprendre aussi, je résume la situation parce qu'on pourrait vraiment en parler pendant plusieurs heures, c'est que le gouvernement fédéral récolte les impôts des provinces, donc notamment du Québec, et ensuite les redistribue au Québec et dans les provinces. Cependant, dans les dernières années, il s'est démontré, statistiquement parlant, que le gouvernement fédéral a, récolté plus d'argent qu'il en a reversé en matière de santé au gouvernement du Québec. Et là, les conséquences qu'on a vues dans les CHSLD au Québec dans les derniers mois et pendant la pandémie, voire même dans les dernières années, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on reçoit moins d'argent que prévu auprès du gouvernement fédéral. Il faut comprendre une chose. Il y a eu une entente entre le gouvernement du Québec et voire même les provinces et le Canada, c'est que le fédéral doit assumer 50% des coûts de santé. C'est la loi canadienne sur la santé qui a prévu ça, il y a plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on est autour à peu près de 20% en soutien de santé. Donc, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Et ça fait en sorte que le gouvernement du Québec, présentement, doit prendre des décisions qui sont plus difficiles. Qu'est-ce qu'on priorise? L'éducation, la santé, les programmes sociaux, des investissements en développement, que ce soit culturel, économique, social, peu importe. Donc, c'est ça la situation actuellement. On doit demander à un gouvernement qui récolte notre argent de nous redonner notre juste part. Et ça se fait toujours dans un bras de fer, à coup de conditions, à coup de négociations. Et pendant ce temps-là, on n'a pas le soutien nécessaire, notamment pour offrir des conditions décentes, que ce soit au personnel du milieu de la santé, que ce soit réduire les longues listes d'attente en santé. Ça prend des investissements majeurs. Et on le sait que l'argent est à Ottawa. Et même lui, il le dit, M. Trudeau, pendant la pandémie, on pourra négocier tout ça après une pandémie. On ne comprend pas encore aujourd'hui pourquoi le gouvernement fédéral ne veut pas intervenir, ne veut pas réagir et investir davantage dans les transferts en santé. Et ça, vraiment, c'est une priorité pour le Bloc québécois. C'est un cheval de bataille qu'on a depuis plusieurs années, particulièrement dans le contexte de la pandémie. On a vu que c'était crucial. Et on va encore, dans cette législature-ci, on a démontré vraiment de l'intérêt auprès du gouvernement de dire « ça suffit ». Vous devez intervenir, vous devez réagir et combler le manque qui est creusé par leur décision d'aller voir même leur inaction dans les dernières années. Et bon, ça, c'est un exemple concret. Je crois que l'enjeu de l'identité également, le Bloc québécois est bien sûr vraiment reconnu pour la question identitaire, que ce soit la défense du français partout au Québec, et bien sûr, évidemment, au Canada. Le déclin du français, ce n'est plus un mythe, c'est réel. On le voit à Montréal, on le voit à plusieurs endroits ici, je peux vous dire même, tout près d'Ottawa, il y a Gatineau, l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est de plus en plus difficile maintenant d'avoir des services en français. Donc, le déclin est là. Le Bloc québécois veut s'assurer qu'on puisse légiférer en toute autonomie. Je pense notamment à la loi 101 dans les entreprises à charte fédérale. Encore là, c'est toujours un bras de fer, un combat avec le gouvernement fédéral. Le Québec a déjà légiféré avec la loi 101, bien sûr, dans les années 70. Cependant, le gouvernement fédéral a toujours la juridiction de pouvoir imposer le français, demander que les gens puissent travailler en français dans les entreprises à charte fédérale. Ce n'est toujours pas possible en 2021. Donc, le gouvernement fédéral tente de nous créer, disons, une patente à gosse, pendant que ce temps-là, le gouvernement du Québec a déjà la solution. Et c'est continuel. Donc, c'est tout le régime canadien qui est remis en question. Et bien sûr, au Bloc québécois, on ne reconnaît pas la légitimité du Parlement canadien. Donc, on le dit, on le redit, on devrait avoir beaucoup plus, bien sûr, de reconnaissance, mais présentement, c'est impossible avec le gouvernement fédéral qui est très centralisateur. Et on a tout à gagner, réellement, d'être maître de destinée, c'est-à-dire de pouvoir décider autant sur le plan social, culturel, économique, voire même sur la scène internationale. Et présentement, tant que le Québec sera dans la Fédération canadienne, il ne peut pas décider par lui-même. Et on le voit même encore dans le cours de l'actualité dans les derniers jours. Québec et Montréal demandent d'interdire les armes de poing. Il faut comprendre que, bon, les armes à feu, c'est le contrôle avec le gouvernement fédéral. Et encore une fois, on doit attendre que le gouvernement fédéral intervienne. Et imaginez si le Québec était indépendant, ça ne serait pas parfait. On n'aurait pas
disons, un pays qui devient parfait. Mais on aurait beaucoup plus de leviers pour intervenir dans le quotidien et bien sûr d'arrêter d'attendre après nos voisins qui ne veulent pas toujours les mêmes choses que nous. Donc, de ce que je peux en comprendre, la mission du Bloc est toujours aussi justifiée qu'autant qu'à ses débuts. Oui, et je vous dirais, je pousse la réflexion suivante. Et évidemment, la pertinence du Bloc québécois est continuellement remise en question. Et cependant, le statu quo, lui, l'est très peu. Donc, les gens qui veulent rester dans le Canada, ça, c'est normal. Mais les gens qui veulent quitter le Canada, c'est anormal. Non, le statu quo doit être autant remis en question. Et bien sûr, quand on refait l'histoire, quand on regarde dans les dernières années, tout le contexte constitutionnel, le Québec perd du poids, et je vous dirais du poids politique, du poids démographique. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est concret. Élections Canada a prévu que le Québec allait perdre un siège. Présentement, nous avons 78 députés au Québec, qui est représenté au sein du gouvernement fédéral, donc au sein du Parlement canadien. Et on voit un déclin démographique, donc moins de natalité ici au Québec. L'immigration, ça fonctionne toujours quand même plus ou moins. La régionalisation de l'immigration, il y a beaucoup encore de travail à faire, mais tout ça pour dire que d'ici 2022, Élections Canada prévoit de retirer un siège, retirer un député du Québec au sein du Parlement canadien. Donc, vous voyez, ça commence déjà. C'est entamé. Le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne est commencé. Et ça aussi, c'est un cheval de bataille pour le Bloc québécois. On doit, pour défendre nos intérêts, pour porter notre voix, il faut avoir une représentation. Et cette représentation-là n'est pas là présentement au sein du gouvernement fédéral. Et je vous dirais, l'enjeu, la pierre angulaire dans tout ça, c'est que le Canada ne reconnaît pas la nation québécoise. Il voit une seule nation canadienne. Et ça, je vous dirais, ça fait toute la distinction ici. Quand je mets les pieds dans le Parlement, ces gens-là ne comprennent pas toujours réellement la culture, l'identité québécoise. Et c'est ce qui fait en sorte que l'existence du Bloc québécois est toujours et continuellement nécessaire jusqu'à temps qu'on atteigne notre pleine indépendance. Je suis curieux, vous parlez un peu de vos relations avec les autres députés. Ça se passe comment à la Chambre des communes, les relations entre les députés du Bloc et les députés des autres partis? Il y a une chose que les gens ici savent très bien au Parlement, c'est que les députés du Bloc québécois sont reconnus pour être bien préparés. En toute humilité, nous avons une équipe de travail qui travaille avec acharnement, qui sont très disciplinés, qui sont très bien structurés. Et nos interventions sont toujours constructives. Et on tente, bien sûr, évidemment, de les faire les plus pertinentes possibles. Ça arrive en politique que les gens ne pensent pas comme nous. Ils ne souhaitent pas prendre le même chemin que nous. Cependant, la vision de notre chef, M. Yves-François Blanchet, est très claire. C'est qu'on veut travailler de façon constructive. Et pour ça, ça se fait, bien sûr, de façon réellement en collaboration avec les autres. Quand nous avançons des idées, quand nous mettons en place des solutions, c'est certain qu'on va toujours chercher l'appui des autres parlementaires. Donc, on est reconnu pour ça dans les différents partis. Les gens savent qu'ici, on est capable de travailler en collaboration, mais pour ça, ça prend le respect. Donc, on veut s'assurer, bien sûr, de se faire respecter. Et je crois que le respect est acquis de la part du Bloc québécois auprès des autres instances politiques, les autres partis politiques, parce que justement, au fil des années, nous avons toujours été respectueux des idées des autres et nous avons toujours tout de même travaillé en collaboration. Donc, certains partis, parfois, font de l'obstruction parlementaire, pour résumer. Donc, ça prolonge certains travaux de projets de loi, des débats. Particulièrement, il faut comprendre qu'on a des comités également qui touchent différents sujets. Donc, des partis politiques, parfois, qui ne sont pas d'accord avec d'autres partis, tentent de ralentir tout ça. Et pour nous, ce n'est pas la vision des choses. Même si on est en désaccord, nous sommes capables de collaborer de façon constructive et productive. Et ça, disons que ça fait en sorte de créer le respect des autres partis, malgré nos divergences d'opinion.
J'allais vous demander en terminant la vision de votre chef, M. Blanchet, et du Bloc en général pour le prochain mandat. Vous en avez dit déjà beaucoup sur la vision, puis je pense que ça envoie vraiment le coup pour ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Oui, les aînés. Si vous me permettez, là, vraiment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est la période difficile que nos aînés ont vécue dans les derniers mois, dans la dernière année et demie, depuis la COVID-19. Ça s'est amplifié. Plusieurs centaines d'aînés m'ont contacté, que ce soit par téléphone, par courriel, différentes façons, en personne. Ces gens-là ont vécu l'isolement. Ces gens-là ont vu leur pouvoir d'achat diminuer dans un contexte de COVID, de pandémie. Tout augmente. On le voit, l'inflation, c'est en flèche, ça augmente en flèche. Et disons que plusieurs programmes de soutien ont été déployés de la part du gouvernement fédéral, mais rien de concret et de récurrent pour nos aînés. Et ça, pour nous, au Bloc québécois, c'est un cheval de bataille. Je parle particulièrement de l'augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse. Pour nous, c'est crucial. On doit avoir la reconnaissance, c'est minimal, pour nos bâtisseurs, les gens qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Pour ça, ça passe par une possibilité de pouvoir vieillir dans la dignité, et ça prend du soutien financier qui est adéquat. Et présentement, la pension de la sécurité de la vieillesse, avec le supplément de revenu garanti, donc ce qui permet de combler là, pour les gens qui n'ont pas une pension assez élevée, c'est insuffisant. C'est même en bas du seuil de pauvreté au Canada. Donc, pour nous, c'est totalement inacceptable. Ce sera un cheval de bataille, bien sûr, pour la prochaine session parlementaire qui débute maintenant. Je pense notamment aussi aux enjeux des changements climatiques. Ça également, on l'a très bien exprimé. Je crois que maintenant, tous les formations politiques reconnaissent, là encore, je dirais tout, la plupart, bon, donc, reconnaissent l'importance des changements climatiques. Pour nous également, la transition énergétique, la lutte au changement climatique, ça se fait en utilisant d'autres façons de faire, d'autres façons de consommer également. Et présentement, il y a quelque chose également qu'il faut noter, c'est que le Canada est un pays pétrolier. C'est un des pays qui produit le plus de pétrole au monde. À ma connaissance, c'est dans le top 4. Également, c'est le pays aussi qui a le plus de réserves de pétrole au monde. Donc, vous comprenez, pour eux, ils voient une opportunité, mais on le sait qu'en faisant l'extraction de pétrole, de gaz, en produisant plus de pétrole, on en consomme, et ce n'est pas toujours pour la consommation locale, c'est voué à l'exportation. On pense notamment avec le oléoduc Trans Mountain dans l'ouest du pays qui crée beaucoup de divisions. Il faut dire un oléoduc, un pipeline que le gouvernement fédéral a acheté sous le gouvernement Trudeau. Et bon, la lutte au changement climatique, c'est présentement. On en parlait il y a quelques années, on en parlait hier, on en parle aujourd'hui, mais non, il faut agir concrètement. Et pour ça, ça passe par les énergies vertes, des énergies qui sont moins polluantes. Ça sera vraiment une priorité pour le Bloc québécois auprès de la prochaine législature. Et bien sûr, la question de l'identité. Je pense notamment à la langue française, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vital. Si on veut conserver la possibilité de pouvoir parler en français au Québec et voire même au Canada, parce que ce n'est qu'une allusion, on voit le bilinguisme institutionnel, donc le français et l'anglais qui sont dans les institutions fédérales, qui a été instauré par M. Trudeau père, Pierre Elliott de son prénom, et on voit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne réellement pas. On voit la traduction simultanée et l'anglais. Donc, le français passe réellement en dernier. Et les meilleurs exemples, on le voit encore, la gouverneure générale qui ne parle pas français qui a été nommée. On voit un ministre des Transports ou plusieurs ministres au gouvernement fédéral qui ne parlent pas français. On a vu le PDG d'Air Canada dernièrement qui ne parle pas français et habite à Montréal depuis 14 ans. Donc, toutes ces choses-là qu'on dit depuis plusieurs années, mais c'est réel, ça existe. Et bien sûr, ce sera nos principaux enjeux là, pour la prochaine joute, bien sûr, parlementaire. Maxime Blanchet-Jonca, député fédéral de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était très intéressant. Merci à vous. Bonne journée.
On est à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires à nous faire sur les reportages qu'on vous a présentés, je vous invite à le faire à tcbh.tv. Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Drax? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Tiens-toi bien, COVID-19. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Est-ce que mon enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes? Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans a une formule différente de celui pour les adultes. Il contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace. Le vaccin, un moyen de nous protéger. On a tous de bonnes questions sur la vaccination. Est-ce que la vaccination est efficace? C'est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé et elle est offerte dès l'enfance. Grâce à la vaccination, moins de personnes souffrent de maladies évitables et les conséquences de ces maladies sont plus rares dans la population. On peut penser à la poliomyélite, le tétanos ou la rubéole, tout comme l'hépatite B qui a pratiquement disparu chez les plus jeunes car ils ont été vaccinés en bas âge. Le vaccin, un moyen de nous protéger.